Donc si vous avez lu attentivement La tectonique des Halles et que vous avez donc fait bien votre devoir, vous savez qu'il est d'origine normande, de Coutances, qu'il a fait des études de lettres à Caen avant de devenir parisien d'adoption, néo-parisien, j'aime bien cette expression, mais aussi qu'il est, comme il vient de le rappeler, journaliste et écrivain, puisqu'il travaille pour Libération. Tu l'as dit, donc à Libération tu es rédacteur. Et éditeur, voilà. Et donc il tient entre autres une rubrique de poésie, mais pas seule, donc qui s'appelle Lundi Poésie, sous le nom de, je peux le dire, de Guillaume Le Caplin, donc Guillaume Marie étant son nom de plume, ce qui est aussi révélé dans le livre. Dans le livre. En tant que journaliste, on lui doit aussi la réalisation en 2014 d'un documentaire qu'on trouve en ligne, intitulé Un combat pour tous, qui réunit des témoignages sur la violence des débats qui ont suivi l'adoption de la loi du mariage pour tous. Et en tant qu'écrivain, son activité est aussi liée à un autre collectif que l'Oulipo, une sorte de mini-Oulipo avec les lettres inversées, donc le collectif Pou. Voilà, je ne sais pas si vous connaissiez le collectif Pou, qu'il a fondé en 2007. Alors là, c'est peut-être que tu pourras compléter mes informations avec Samuel Deset, qui est... Alors, je prononce bien ? Samuel Deset. Deset, pardon, sans prononcer le S. Voilà, qui est son co-auteur pour certains livres, notamment de poésie. Donc là, comme La fin du monde, je pourrais vous faire passer les livres après. Donc, il a été coopté aussi avec lui en même temps à l'Oulipo, puisqu'ils ont l'habitude de travailler en binôme pour l'écriture. Et donc, alors, j'ai regardé le site du collectif Pou pour en savoir plus. Donc, Qui sommes Pou ? Donc, il y a la rubrique Qui sommes Pou, les publications et les lieux de poutrimoine. Quelques lignes de présentation. Donc, Pou réunit des gens qui veulent fabriquer ensemble au côte à côte de la littérature. Pou crée des occasions et invente des prétextes. Pou publie des petits livres de temps en temps, organise des soirées un peu plus souvent et un colloque tous les ans. Et j'ai fouillé un peu sur le site du collectif Pou et je me suis rendu compte que l'écriture de la ville était présente. J'ai trouvé notamment un sorte de protocole d'écriture inventé par ce collectif qui s'appelle les Amphionies. Alors Amphiony, ça renvoie aussi à Apollinaire, il semble probablement. Donc Apollinaire qui dans les Hésiarques définit l'Amphiony, alors je me souviens plus des termes exacts, mais comme une sorte d'art de déambuler dans la ville. Voilà, et donc vous en avez fait au collectif Pou un protocole qui ressemble un peu à une sorte de poème de métro sans métro. Si vous voyez ce qu'est un poème de métro de Jacques Jouet, c'est une sorte de poème de métro sans métro, est-ce que je peux dire ça comme ça ? Voilà. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez taper Amphiony sur le site du collectif Pou et vous trouverez ce protocole d'écriture urbaine, donc qui annonçait déjà aussi cet intérêt pour la ville. Enfin, je peux annoncer, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas qui résonne avec ton livre. Voilà, donc il a publié, je ne sais pas, un certain nombre de livres. Alors je ne vais pas tous les citer, je mentionnerai donc deux livres de poésie écrits avec Samuel Deset. Donc ça écrit quoi ? Alors Camille Bloomfield m'a dit que c'était une de ses plus grosses claques poétiques, donc je n'ai pas encore prise, mais voilà. Et La fin du monde que j'ai lu cette semaine. Donc, voilà, c'est aussi un peu urbain, mais une apocalypse urbaine, en l'occurrence, un très beau livre avec une très belle couverture. Voilà, vous pourrez les faire passer si vous voulez en savoir plus. Donc c'est du côté de la poésie. Et du côté de la prose, on peut mentionner Les Water du Château, aux éditions Bouclard. Qui est ton premier roman, publié en 2022, qui est à la fois fantastique, poétique et érotique. Également, Je vais entrer dans un pays, qui est le premier que j'ai lu, qui retrace avec beaucoup de sensibilité la vie de Benoît-Joseph Labre, un pèlerin du XVIIIe siècle qui est devenu le saint patron des mendiants, on peut dire ça comme ça. Tu n'hésites pas à compléter. Voilà, qui peut sembler a priori très différent de La tectonique des Halles, mais qui a peut-être en commun l'idée de la déambulation, d'aller de lieu en lieu. Et donc je ne vais pas te couper l'herbe sous le pied pour la présentation de La tectonique des Halles, peut-être juste dire quelques mots sur ce qui nous intéresse aussi dans ce livre par rapport au projet Écritures urbaines. Donc évidemment on est en plein dans le thème du projet de l'écriture de la ville, mais c'est assez différent des ouvrages qu'on a pu lire jusqu'ici.
puisque le livre interroge plutôt la perception subjective qu'on a de la ville en fonction de notre histoire, de nos représentations, de nos lectures, et en particulier, ce qui est vraiment intéressant, ce sentiment de désorientation, de dépaysement, ou au contraire d'avoir des repères. Enfin, il me semble que c'est un fil, y compris à travers les définitions, ou l'absence de définition, l'absence de mots pour dire certaines choses. Donc il y a évidemment l'idée d'un rapport à l'espace, mais qui résonne aussi avec une géographie intime. L'expression est présente en tant que telle à la fin, donc la façon dont les lieux aussi agissent sur nos émotions. Voilà, donc c'est une dimension qu'on n'avait pas encore explorée de cette façon-là dans nos précédents séminaires. J'ai aussi trouvé le livre très intéressant par rapport au format un peu hybride qui mêle autobiographie, déambulation, je ne sais pas si c'est le mot, mais arpentage urbain, peut-être arpentage... oui, aussi bien urbain que arpentage de la mémoire, d'ailleurs, avec ses couches de mémoire. Souvenirs de lecture, citations, réflexion sur le langage. J'ai beaucoup aimé cette idée des mots qu'on n'a pas pour, par exemple, dire la perte, etc. Et j'ai appris aussi qu'Esplanade était la route de l'oiseau qui plane, ça j'adore, c'est magnifique. Et à titre personnel, évidemment, j'ai été sensible à l'intertextualité avec certains textes oulipiens notamment, évidemment avec le Grand Incendie de Londres, puisque comme le Grand Incendie de Londres de Roubaud, le titre a été trouvé en rêve, ça c'est magnifique aussi. Mais au-delà, il me semble qu'il y a l'idée d'un récit avec des bifurcations, même si ça ne se matérialise pas de façon aussi ferme, enfin aussi protocolisée que chez Roubaud. Il y a aussi cette sensation d'un récit qui bifurque et nous désoriente aussi en tant que lecteur, et aussi l'idée d'exploration de la mémoire, qui est un des thèmes de Roubaud. Voilà. Moi, je vais peut-être m'arrêter là et puis laisser la parole à Guillaume, parce que je ne vais pas en dire trop. Non, ça me fait vraiment plaisir que tu me dises ça, parce que je m'étais dit, tout le monde va penser que c'est un livre péréquien, et je suis content parce que en fait, c'est un livre roubaudien, avec beaucoup de quand même d'écho à Pérec évident, mais bon, justement, je vais en parler. Mais d'abord, je voulais remercier Ewan. Comme vous l'avez lu, j'ai des difficultés à prendre le métro tout seul, et donc grâce à lui je viens aujourd'hui. Et je voulais aussi le remercier parce que c'est le livre qui a été pour moi le plus difficile à composer. Pas non plus, pas du tout à écrire, mais à structurer. Et donc il en a beaucoup entendu parler, beaucoup de mes doutes, etc. Et je voulais commencer par ça, sur le fait que c'était pour moi un livre difficile. Pourtant, c'est un livre assez court. Je vais mettre... Hop, je vais regarder l'heure. D'abord, parce que c'est anecdotique, mais pas que. Dans ma vie d'écrivain, c'est arrivé au moment où, pendant longtemps, j'ai écrit et publié des choses qui n'intéressaient pas grand monde. Et c'était assez confortable. Et finalement, je me suis rendu compte, en signant chez Corti, avec Je vais entrer dans un pays qui a eu un certain écho, qui à un moment m'a dépassé, et pourtant c'est pas 10 millions d'exemplaires, mais quand même, à mon niveau, c'est passé de 160 à 2300, c'est quelque chose d'énorme, avec des invitations diverses et variées, très sympathiques, mais tout à coup, la première fois que j'avais été invité à la Maison de la Poésie, par exemple, pour le précédent livre, j'ai demandé à une amie d'y aller à ma place. Donc là, il y a un moment, je me suis dit, bon, c'est comme si tout à coup je sortais du bois. Si je dis ça, c'est mon 5e livre, je vais entrer dans un pays, mais c'est comme si c'était mon premier. Et donc j'ai eu une sorte de complexe du deuxième. Voilà, c'est un peu dans mon making-of, entre guillemets, ça a compté, dans le sens où j'ai eu l'impression de me rendre compte, en regardant en bas, que j'étais sur le fil de fer. Vous voyez, que j'ai appris d'avoir une sorte de vertige, on me dit, mince, les gens sont en train de me lire quand j'écris, qu'est-ce qui m'arrive? Et c'est là aussi que je me suis rendu compte de la perception entre la poésie contemporaine chez un petit éditeur, ou dans des revues même prestigieuses, mais que les gens lisent, et puis la fiction qui, tout à coup, est beaucoup plus en fait, accessible. Et c'est bête, mais ça m'étonne. Ça m'a étonné, en fait. J'ai eu cette chose. Et donc, bon, alors, et puis avec tous ces gens-là qui me disaient quand est-ce que vient le deuxième, qui était pour moi donc le 6e livre, et pour eux c'était mon 2e livre, et donc qui me regardaient dans les yeux en disant quelle biographie de saint vous allez faire pour le prochain, etc. Donc voilà. Si je raconte ça, c'est aussi parce que la tectonique des Halles,
marche pour moi en diptyque avec « Je vais entrer dans un pays ». Parce que quand j'ai signé le contrat pour celui-là, j'ai parlé tout de suite à Marie Contrebarbe et Mel Guédon de celui-là, en disant voilà, j'ai ce projet-là, et ça les avait déjà intéressés. Et pour moi, il fonctionne par deux, pour plein de raisons, et qui est bêtement une façon de se poser la question de sa place dans le monde. Ce qui est intéressant, pour parler 30 secondes de « Je vais entrer dans un pays » et de la ville, c'est que c'est un ermite qui vit à Rome. Donc c'est Benoît-Joseph Labre qui vit à la fin du XVIIIe siècle, qui meurt à 35 ans en 1783, je crois, ou 6. Et l'hypothèse que c'est quelqu'un qui était connu pour ne pas se laver, qui puait et qui entretenait une forme de vermine. Et l'hypothèse que je pose dans le livre, c'est que c'est sa façon de vivre dans la ville, parmi les gens. Puisqu'il aurait très bien pu être un ermite, au-dessus d'une colonne ou dans une grotte, mais il était au cœur d'une ville très, très passante, une grande ville déjà à la fin du XVIIIe siècle, mais lui, et même dans les églises, etc., c'est comme s'il avait une sorte de cordon sanitaire d'1,50 m de puanteur autour de lui, ce qui lui permettait de trouver sa place quelque part dans une ville. Et la question de la place, du nid qu'on peut faire, c'est un livre sur les oiseaux, aussi la tectonique des ailes, vous avez pu vous en rendre compte. En gros, c'est un peu ma propre version des faits, de comment on fait quand on arrive dans une grande ville, et pour trouver sa place, pour être à la fois avec soi-même et à la fois en confrontation avec les autres, et pour pas, je veux dire, se perdre, mais bon, on se perd quand même. Donc ça, c'est un peu le contexte qui a fait, pour moi, une forme de difficulté à structurer le livre, à tel point qu'il a fallu que je l'abandonne pour qu'à un moment je le reprenne et bon, finalement qu'il aboutisse. Mais aussi, c'est un livre qui pour moi a eu plusieurs points de départ. Point de départ juste de ma vie, c'est que donc, nous avons déménagé à Paris, et donc tout de suite Paris, c'était... Quand je suis arrivé à Paris, j'ai tout de suite relu La vie mode d'emploi, j'ai tout de suite traîné dans des cafés, etc. J'ai retrouvé le Paris que je fantasmais quand j'étais étudiant à Caen, et étudiant en lettres modernes, c'est-à-dire vraiment le Paris bibliothèque, peuplé de tellement de livres écrits. Et donc, avec l'obligation aussi évidemment de trouver un travail, et ça veut dire de me confronter au Paris que je ne connaissais pas encore, c'est-à-dire celui du métro quotidien, de la foule, du rythme, et qui est un Paris qui est peut-être le plus violent et sans doute le plus inhumain, qui n'est pas fait pour les humains, en fait, tout simplement, de prendre tous ces métros le matin, le soir, etc. Le Paris des attentats dont je parle, mais bon, j'en parle, mais ça c'est aussi quelque chose qui je veux dire, aléatoire, c'est-à-dire c'est au moment où on est arrivé à Paris. En plus, moi je suis journaliste, je travaillais au début dans une émission où Charles était chroniqueur, donc une sorte de, bon, comme ça, donc le besoin de se protéger, le besoin et l'envie de se mêler à cette chose, à ce labyrinthe qui est Paris. Bon, voilà, il y a eu des moments de frottement, quoi, de confrontation, qui n'étaient pas évidents à vivre. Et si je parle de ça, c'est parce qu'évidemment le livre s'est nourri de ça. Et par ailleurs, assez vite, au moment où je suis arrivé à Paris, il y a eu ce rêve. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait authentique, parce que les gens me posent la question si c'était vrai, mais c'est vrai. Il y a vraiment des... L'autre jour, je me suis réveillé avec... je m'en souviens plus, je crois pas que je l'ai dit. Je me suis réveillé avec le mot « peau », par exemple. Peau, il y a des mots comme ça qui me... J'imagine que ça arrive à d'autres. On se réveille et on a un mot, une phrase, voilà. Et là, la tectonique des halles, ça m'a tout de suite... en général, je les note, et bon, la plupart n'aboutissent à rien. Là, voilà, j'avais commencé en arrivant à Paris à écrire de la poésie, à écrire des choses sur Paris, mais ça me paraissait un peu très obscur, encore... Et ça, tout de suite, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se passait, parce que les halles, parce que la tectonique, et parce que... voilà...
Et c'est comme si je sentais que ce titre me permettait de parler d'autre chose de Paris. En fait, finalement, de me sortir de Paris, de parler d'autre chose, c'est-à-dire de décentrement, quoi, en gros. Ensuite, un autre point de départ qui m'est tombé dessus, encore une fois, d'éléments, on va dire... je ne sais pas le mot, c'est pas grave. C'est le déménagement de mon entreprise, donc Libération, qui a déménagé, qui est arrivé vraiment à l'opposé de là où nous habitions, puisque, donc, comme je le dis, on habitait au Lilas et Libération a déménagé à Ballard. Et donc c'était trois métros à prendre tous les matins et tous les soirs, le métro des grandes foules. Et puis donc cette expérience qui était assez importante en termes de vie, c'est-à-dire faire l'expérience de se perdre dans un lieu qu'on connaît bien, puisque ça faisait déjà quelques années que je fréquentais ces lieux de la capitale, et puis ce trajet que j'avais l'impression de connaître. Et donc je commence par ça, et ce dérapage de mon processus de reconnaissance qui se produit. Et là, je l'ai tout de suite raconté, j'ai tout de suite écrit. Et là, c'est pareil, c'est un autre point de départ où je me suis dit, là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et en fait, quand j'écris, en général, j'agglomère différentes choses. Et puis à un moment, ça se concrétise, ou pas du tout. Parfois, ça se délite. Et à un moment, ça se concrétise. Là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se concrétisait. Mais je ne savais pas exactement encore quoi. Et puis, je pense aussi que je n'osais pas trop. Je n'osais pas encore trop suivre peut-être ce chemin qui n'était pas vraiment droit. Et il s'est passé autre chose, encore une fois, une autre qui m'a beaucoup troublé, c'est que quand j'ai fait cette expérience, c'est l'expérience de la perte. Ben non, c'est pas l'expérience de la perte, c'est l'expérience de quoi? Le mot n'existe pas. L'expérience de m'être perdu. Mais c'est un mot donc, qui n'existait pas en français. Et quand je dis l'expérience de la perte, tiens, oui, il y a quelque chose entre avoir perdu et être perdu. Un jeu, en tout cas, qui n'est pas forcément un jeu, en tout cas, mais un frottement, là aussi, entre ces deux auxiliaires, qui m'a évidemment qui m'a orienté, on va dire, là pour le coup, qui m'a orienté à la place de désorienter. Donc cette histoire de mots qui n'existe pas, de rapport entre avoir et être. Et puis, alors, donc ça c'est toutes les pistes, les débuts de pistes que j'ai eu pour ce livre. Et puis à un moment, dans le train, pas du tout, dans l'avion pour Tokyo, j'ai lu Le Sacré et le Profane de Mircea Eliade. Et là, c'était pour moi le déclencheur vraiment, pour le coup, du livre. C'est comme ça que je me suis dit, ça y est, ça fait un livre. Donc Mircea Eliade, dans Le Sacré et le Profane, qui est un livre que peut-être vous connaissez, qui est donc Mircea Eliade, un grand historien des religions. Il parle beaucoup des religions avant-antiques, c'est-à-dire vraiment primitives, sur des peuples primitifs ou alors des religions préhistoriques. Dans le premier chapitre, il parle de l'espace. Et il dit quelque chose qui m'a vraiment fasciné, je le cite aussi dans un moment dans le livre, mais c'est qu'il dit que la première chose que font les humains quand ils arrivent quelque part, c'est qu'ils tracent un trait de délimitation, ils tracent un périmètre. Et ce périmètre, il le charge de toute la puissance symbolique de communication avec les ancêtres, les morts, avec les animaux, avec les étoiles, de connaissance je sais pas, des saisons, etc., etc. C'est l'espace religieux. C'est ce que lui décrit bien. Peut-être d'ailleurs que cette hypothèse, aujourd'hui, les historiens de religion disent pourquoi ça a quelques années, mais c'est pas grave. Moi, ça m'a vraiment... Et ce qu'il dit, à mon avis, de vraiment majeur pour moi, c'est qu'il dit que c'est cet espace-là, magique, qui est vivable. Et c'est même le seul vivable. L'espace où l'homme n'a pas chargé de représentation, de symbolique, de communication avec un autre monde, il est juste invivable. Et ça allait un peu à l'encontre de ce que je pensais, moi. J'ai l'impression que c'était un cliché de dire que l'espace magique, c'était un espace en fait vierge d'habitat. On ne pouvait pas habiter les espaces magiques.
et qu'au contraire c'était un peu des sanctuaires, comme peut-être les églises dans lesquelles il n'y a personne aujourd'hui dans nos villes. Et lui, il démontre vraiment l'inverse. Le seul espace vivable, c'est l'endroit où les humains ont réussi à charger, à tel point qu'il donne cette anecdote des aborigènes d'Australie, qui se promènent avec un pilier, puisqu'il y a des peuples nomades, et donc il y a un périmètre autour du pilier, qui est vivable. Et donc il raconte un mythe, donc ça n'est pas existé, ça n'est pas arrivé apparemment, mais il y a un mythe qui circule chez ces gens-là, qu'au moment où le pilier s'est brisé, les gens se sont assis par terre et ont attendu la mort. C'était invivable. De là à considérer que le réel est invivable, c'est un pas qu'il ne franchit pas, mais que moi je pourrais franchir finalement, pourquoi pas. Et si je peux faire une parenthèse à ce moment-là, c'est qu'à un moment on m'a proposé d'écrire un livre sur Georges Perec, justement, dans la collection La Libre Louis. Et je me suis dit que c'était une bonne idée, et justement que ça résonnait avec les préoccupations que j'avais au moment de l'écriture de la tectonique des Halles. Mais c'est là où j'ai vu que j'étais pas péréquien, en fait. Je me suis vraiment rendu compte que j'étais pas péréquien. Précisément parce que sa recherche de l'infraordinaire, il y avait quelque chose de trop réel, quoi, de pas assez chargé de symbolique. Et quelque part, en lisant l'espèce d'espace, je ne comprenais pas. J'ai rien compris à ce livre. Chaque phrase me semblait à côté de ma plaque, pour le coup. Bien sûr, je dis pas que c'est nul, hein. Mais c'est là où je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait quelque chose, que ce qui était fertile pour moi, ce n'était pas la recherche de la réalité, c'était que justement de me rendre compte que la réalité ne suffisait pas. Et j'ai noté une citation, parce que finalement, derrière, quand je parle de fertilité, c'est que ces expériences, ça mène à la création, on en parlait tout à l'heure. C'est justement la mission de la création, c'est de ces espaces-là, de ne pas dire, tiens, il y a un autobus qui passe, là, c'est moi qui parle, so what? Alors, il y a beaucoup de gens qui trouvent ça très fertile, cette question d'autobus qui passe. Mais moi, je me suis rendu compte justement que pas du tout. Et Emily Dickinson, contre Georges Perec, elle dit « La nature est une maison hantée, mais l'art, une maison qui essaie de l'être. » Donc là, il y a le fait d'être hanté, la maison et l'art. Donc moi, j'étais plutôt de ce côté-là. Et du côté, effectivement, roubaldien, c'est pour ça. C'est pour ça que par rapport à ce que je disais tout à l'heure, où en fait finalement c'est comme s'il fallait s'autoriser à revenir du côté du symbole. Et encore une fois, je parle aussi maintenant désormais en tant qu'oulipien, c'est que je m'en souviens aussi de ce que Roubaud disait par rapport à l'infraordinaire. Il disait, ce nom Roubaud, il disait que c'était bien évident que si Perec était parti dans l'infraordinaire, c'était aussi en réponse aux surréalistes, qui pour le coup, pour toutes ces générations-là, enfin la génération d'avant déjà évidemment, Queneau, mais aussi la deuxième génération, donc Perec, les surréalistes avaient trop chargé, et même surchargé, surréaliste, surchargé presque. Et donc il y avait évidemment cette réaction, et Roubaud explique ça très bien, enfin, c'est comme ça qu'il analyse, lui, c'est sa vision sur l'infraordinaire. Aujourd'hui, on est la 5e, 6e génération de l'Oulipiens, on peut se passer de l'infraordinaire. On s'autorise aussi à revenir, peut-être du côté de Queneau, qui avait un rapport à la spiritualité avec ses lectures de Guénon, qui étaient très, très, très fortes, mais aussi du côté, et tu en as parlé, de Roubaud, et de la mémoire, tout ce que ça charrie, la poésie comme mémoire de la langue, etc. etc. Le rêve qui était quelque chose de très surréaliste, par exemple, et qui est vraiment revenu par là. Voilà, hein, bon. Je ferme la parenthèse sur Perec, mais ce qui est, en fait, pour revenir sur Eliade et tous ces commencements, j'ai bien vu que finalement, l'enjeu
à ce moment-là, c'était non pas les processus de reconnaissance qu'on a tous, qui procurent du bonheur, puisque c'est aussi me rendre compte du bonheur que c'est de recroiser et de réentendre, c'est le principe même de la poésie, le refrain géographique, de revoir même comme Proust les mêmes arbres, ou de croire voir les mêmes arbres ou les mêmes goûts de Madeleine, pour citer un autre cliché. Quand même, dans mon cas, ce qui a provoqué ce livre, et peut-être tous les livres, c'est quand ça dérape, quand ce processus de reconnaissance ne fonctionne pas, quand il y a quelque chose qui résiste, le réel résiste au fait de pouvoir l'appréhender, s'en servir pour s'orienter. Et dans le cas très très concret, pour le coup, que je décris dans les premières pages, d'un déménagement d'une entreprise, un double déménagement, pardon, déménagement donc du foyer puis de mon entreprise, comme si c'était le déménagement de trop qui m'avait. Donc ce décentrage, ou ce décentrement, je ne sais pas si beaucoup de gens l'ont vécu. J'en ai parlé à un ami qui est médecin qui m'a dit « tu as juste fait une crise d'angoisse ». Et il avait raison, sans doute, mais néanmoins, c'est quand même une crise d'angoisse géographique. Pour le coup, c'est pas si anodin en fait, ça veut dire quelque chose. Donc, quand même, ce parcours de reconnaissance qui dérape. Donc, dans des cas comme effectivement le déménagement et puis le deuil, évidemment, dont je parle à la fin. Ensuite, avec tout ça, je regarde où j'en suis. Avec tout ça, je vais entrer dans un pays, j'y reviens. Je l'écris beaucoup en marchant dans ma tête, parce que c'est le parcours de quelqu'un qui fait, je crois, 18 000 ou 20 000 kilomètres à travers l'Europe, quelqu'un qui chantait en marchant, etc. Donc, je ne vais pas le faire sur la table pour pas abîmer le micro, mais voilà, j'écrivais sur un rythme de ta-ta-ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta, comme ça, d'hexasyllabes. Et pareil, j'avais adopté un sujet-verbe complément, le il en me rapprochant le il impersonnel, le plus impersonnel possible, etc. Pour essayer de m'approcher de l'itinéraire. En fait. Qu'est-ce que c'est que retranscrire un itinéraire de marche à travers un livre? Eh bien, et c'est pour ça que celui-là fonctionne du même principe, c'est que toutes les bifurcations dont j'ai parlé, tous les faux départs ou les départs, voire les allers-retours ou les cul-de-sac, tout aussi les moments où on perd un peu conscience du chemin où on va, eh bien, ça a été ma façon d'écrire. Je me suis dit, c'est finalement au moment où tout ça s'est concrétisé sous la forme d'un projet de livre, je me suis dit que c'était précisément ça, non pas que je voulais écrire, mais comment je voulais l'écrire, et à ça aussi qu'il fallait que le livre aboutisse. C'est-à-dire que, comme Proust, encore une fois, c'est comme la recherche du perdu, où à la fin on se rend compte qu'il arrive au moment où il dit tiens, si j'écrivais la recherche du temps perdu, et bien, toute proportion gardée, bien sûr, à Tectonique Déal, à la fin de la tectonique, je vais jusqu'au moment où tout à coup, c'est comme si, j'ai toujours écrit de la poésie, mais comme s'il y avait quelque chose aussi qui se concrétisait de l'ordre d'un chemin d'écriture. Et donc, c'est à ce moment-là où les choses voilà, c'est-à-dire que la mise en forme, c'est au moment où j'ai commencé à voir l'horizon, que la mise en forme s'est mise en place tout de suite. Et ce qui a été finalement le plus dur, je parlais de la difficulté, c'était quelque part d'assumer. D'assumer un jeu, parce que c'est le seul livre, enfin le premier, sans doute le seul, où j'ai écrit un jeu qui est vraiment moi, pour le coup. C'est pas un narrateur, c'est vraiment moi. Mon compagnon, c'est vraiment lui. Désolé. Merci. Non, mais d'assumer aussi cette forme où je mets des vieux poèmes,
où je mets des vieilles craintes, etc. Je reconvoque des souvenirs, aussi des cris d'angoisse, parce qu'en effet. Et puis, donc, mince, il y avait autre chose, et j'ai oublié ce que c'était. Parce qu'il fallait que j'assume. Oui, d'assumer aussi, d'aborder, pour le coup, ça c'était aussi une forme de pudeur qui était importante pour moi, d'assumer de parler de choses aussi douloureuses de ma vie et d'y aller. C'est-à-dire, le premier, j'avais entré dans un pays, était vraiment avec une forme de distance nécessaire, avec l'aide d'un personnage. Là, celui-là, bon, il y a un moment, je me suis dit, c'est le moment où jamais d'y aller, quoi. D'y aller, bon, sur le deuil. Et donc finalement, je m'en doutais, mais plus ça allait, plus je me suis rendu compte que Paris c'était qu'un prétexte. Ce qui m'importait, c'était le rapport compliqué entre les repères, la perte de repères, toute géographie, qu'elle soit virtuelle comme dans les jeux vidéo, par exemple, quelque chose qui m'intéresse, notamment les mondes ouverts, ça s'appelle, que ce soit Assassin's Creed ou Zelda. Mais aussi évidemment Paris, puisque Paris c'est pas n'importe quelle ville, il est encore une fois chargé, il y a une telle ou telle ville, on parle d'inconscient collectif, et ça m'a beaucoup parlé. Et donc à la fois les repères, la perte de repères, la carte, et ce que ça induit dans l'écriture. Voilà. Et je vais conclure avec une autre citation d'Annie Lebrun cette fois-ci, une écrivaine que j'aime beaucoup, qui a écrit « J'ai écrit pour savoir où j'allais ». Très beau. Merci. Merci. Juste une petite réaction, merci déjà pour ce partage. La petite réaction toute faite, c'est celle des GPS aujourd'hui et des repères réels, fausses, et en fait, ce que ça change dans notre rapport, en fait, à la ville et à la déambulation que, voilà, que tu décrivais. Ouais. Bah, c'est vrai, on en discutait tout à l'heure. Okay. Non, c'est vrai que c'est vrai que le GPS, je ne sais pas trop comment vous répondre, mais c'est vrai que ça en fait, l'usage de la carte a énormément changé. C'est quelque chose comme le calcul mental, par exemple, qui n'existe plus. Aujourd'hui, on a tous une calculette et on ne s'ennuie pas à se demander ce que c'est que 6 x 8. C'est la même chose pour tourner à droite ou à gauche maintenant. Il faut se rendre compte, je pense, du changement complètement hallucinant que ça produit juste dans notre rapport à une ville ou même à la géographie, à un lieu. C'est-à-dire qu'on est, et on en parlait tout à l'heure, parce que justement en se demandant est-ce qu'il ne faudrait pas passer à des téléphones moins intelligents, on se dit mais notre GPS, en fait, on sera perdu sans. Donc précisément, ouais, c'est aujourd'hui, je crois que le GPS qui a une méthode moins efficace, c'est-à-dire qu'il nous a rendus totalement dépendants et pour le coup à vivre sans lui une expérience de désorientation assez incroyable. C'est à peu près ce que vous vouliez dire. D'accord. Non, je me demandais simplement, parce qu'il y a cette nouveauté de cette intervention technologique qui introduit de nouvelles cartes et qu'on n'y est pas forcément mieux pour autant. Parfois, on est en désaccord même avec le GPS, et donc c'est entre le corps et le... En fait, c'est vrai que par rapport à ceux qui marchaient dans la ville, je pense à Moncono ou Jacques Roubaud pour rester sur les Ouipiens, mais il y en a d'autres. C'est vrai que se promener avec le téléphone ouvert sur le GPS, c'est Queneau qui disait qu'il fallait lire la ville, c'est pas pareil que de lire son GPS. Et c'est vrai que moi, pour le coup, je pense que c'est très efficace. Et que plein de gens utilisent ça pour gagner du temps. Pour dire, tiens, ce bureau de poste, il y a 6 minutes. Ah non, finalement, il y en a un à 4 minutes, je vais prendre celui à 4 minutes. C'est ça le... Et donc, la sérendipité, on va dire, de la ville, qui est quelque chose de constitutif d'un endroit où il y a plein de gens, et plein de choses, et plein de signes, et plein de lettres. Quand Queneau disait lire la ville, c'était à la fois, pourquoi pas les plaques minéralogiques, mais aussi marquer boucherie, mais aussi, etc., les plaques de rue. Donc, c'est vrai que je pense qu'on peut continuer à écrire de la poésie en se baladant à Paris, bien sûr, mais je pense qu'aussi que... Ou alors, il faut inventer des poèmes de GPS. Voilà, il faut réinventer ça.
projet de Mais en tout cas, on ne peut plus faire comme avant, c'est-à-dire ce que faisait Roubaud par exemple, partir de chez lui, aller à une porte de Paris et revenir par une autre porte de Paris, et revenir avec un poème. Si vraiment on regarde la carte qui dit vous êtes là à tel endroit et il faut passer par là, je pense qu'il faut inventer d'autres, ça nous pousse à inventer d'autres structures, d'autres processus d'écriture. J'en profite juste, mais il y a un livre qui s'appelle GPS, qui est un deuxième roman de Lucie Rico, qui parle de ça, d'une expérience de désorientation alors qu'on a le GPS, dans un juste un peu fantastique à un moment. Mais donc voilà, ce serait intéressant de réfléchir à ça. Ça s'appelle UFC2. Lucie Rico. Rico. Qu'est-ce que tu écris? R-I-C-O, c'est chez POL. Ok. Bon, je l'ai lu quand c'était sorti, donc là je me souviens mal, mais c'était intéressant, mais notamment vis-à-vis aussi de visuellement, qu'est-ce que c'est le point sur le GPS et qu'est-ce qui se passe quand ce point se déplace, disparaît et que justement on n'a plus de rapport au territoire que via ce logiciel, donc quand ça déconne, tout d'un coup c'est la panique quoi. Mais ouais, du coup je me dis qu'il faudrait le relire à la lumière de ça, ce serait intéressant. Mais c'est vrai que ce que produit par exemple le jeu vidéo, ça produit virtuellement évidemment le même effet que d'arriver comme si on avait oublié son téléphone à la maison. C'est précisément ça. Parce que le but du jeu vidéo, c'est de vous faire que vous vous rendiez compte que ce bout de bois va vous servir à tuer telle bête, ou etc. Ou que là-bas, il y a un indice qui va vous permettre d'avancer. Et même de dévoiler la carte petit à petit. Et donc même le concept d'affordance du jeu vidéo, c'est aussi, si le chemin était déjà tout tracé, ça n'aurait pas de sens. L'important c'est justement de chercher tout simplement. De chercher et puis de trouver assez facilement, de dire tiens, voilà, ça va nous faire. Si je monte sur ce monticule, je vais voir loin, je vais voir que c'est le château, je pourrais libérer la princesse. Il y a d'autres réactions, questions pour Guillaume, est-ce qu'on passe Juste un écho à ce que tu as dit sur le fait qu'il n'y a pas de symbolique chez Pérec. C'est quelque chose que j'ai ressenti très fort à un moment donné. Donc, dans le cadre du projet Urban Nature, voilà, on a un peu commandé des livres sur la faune et la flore, parce qu'il y avait un colloque sur la faune et la flore dans la littérature, et je ne savais pas du tout quoi faire. Et donc, je disais, c'est Gingin m'a dit pourquoi tu n'as pas regardé du côté de Pérec, etc. Et j'ai lu Tentative d'épuisement, mais il n'y avait rien à dire. Et après, je suis allée du côté de Pérec. Du côté de Queneau, et là, justement, tout ce monde symbolique, ces couches de métaphores, etc., enfin, ce décalage entre Pérec et Queneau que tu décris m'est apparu au moment où on m'a demandé d'étudier. Je me suis rendu compte que Pérec n'a pas répété ce que disait le texte. J'avais pas grand... Alors, j'adore Pérec par ailleurs, et moi j'aime beaucoup espèce d'espace même, mais par contre, cette idée voilà, d'espace symbolique, de dimension métaphorique, voilà, je l'ai vraiment ressenti au moment où on me demandait d'étudier les textes dans un sens particulier. Bon, c'était juste plus une parenthèse, un prolongement que... Anne, toi qui es péréquienne, peut-être que tu as quelque chose à dire. Oui, j'ai quelque chose à dire, mais je vais peut-être le dire dans ce que j'ai... Ah oui, c'est vrai que les gens ne veulent pas parler parce qu'ils veulent garder leur remarque pour les commentaires. Bah, passons, déjà, ce que j'ai à dire, c'est trop long. Alors si en plus je... Ouais,